Tu prends la chambre d'amis. Ou tu déménages, m'a dit ma mère quand ma sœur a débarqué. Super si tu es partie d'ici le week-end, a ajouté ma sœur, joyeuse. Je suis partie. Mais des jours plus tard, son sourire suffisant a disparu, la panique a pris le dessus. Elle ment. Maman, dis-moi qu'elle ment. Je suis partie. Mais quelques jours plus tard, son sourire suffisant a disparu. La panique a pris le dessus. J'ai entendu ma sœur hurler, sa voix brisée par l'incrédulité, elle ment. Maman, dis-moi qu'elle ment. Bonjour à tous, et bienvenue. Ce que vous venez d'entendre, c'est le moment exact où ma vie a basculé. Avant de plonger dans les détails de cette histoire de famille, de finances et de trahison, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de voir à quel point nos expériences peuvent résonner à travers le monde. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Je m'appelle Clotilde. J'ai 28 ans. Et pendant les 5 dernières années, j'ai vécu dans une sorte de purgatoire. Un purgatoire qui avait la forme d'une jolie maison en meulière à Tours, celle que mon père, Alain, avait passé des années à rénover avant de mourir. Sa fierté. Notre foyer. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa mort a été soudaine. Brutale. Une crise cardiaque foudroyante, un mardi matin. Il n'avait que 58 ans. Il s'était plaint d'une douleur à la poitrine la veille, mais maman avait balayé ça d'un revers de main. Tu en fais toujours trop, Alain. Prends un Doliprane. Le lendemain, il s'effondrait dans le jardin, sa truelle à la main. Je me souviens de l'hôpital. L'odeur stérile. Le bip-bip incessant des machines. Et ma mère, Martine, qui se plaignait de la qualité du café du distributeur pendant que le cœur de mon père s'arrêtait. Une semaine avant, papa et moi, nous étions chez Leroy Merlin, nous disputant en riant sur le choix du carrelage de la cuisine. Le bleu est trop froid, papa. Mais non, Clo, c'est la couleur de la Loire. La semaine suivante, j'étais assise à côté de ma mère, qui fixait le mur de notre salon, soudainement veuve, incapable de sortir de son lit. Mon père était la colle. Il était le ciment, les murs porteurs, et le toit de notre famille. C'était un homme bon, d'une patience infinie. Un homme qui aimait ma mère plus que tout, qui excusait ses sautes d'humeur, ses piques incessantes. Elle est juste fatiguée, Clotilde, me disait-il. Même quand elle le rabaissait devant des amis pour une blague qu'il avait mal racontée. Il l'aimait. Et il nous aimait. Lors de l'enterrement, sous une pluie battante typique de novembre, ma sœur cadette, Bérénice, est arrivée de Paris. La fille en or. Elle est descendue d'un taxi, portant des lunettes de soleil Gucci qui cachaient des yeux probablement secs, enveloppés dans une écharpe de soie. Elle a pleuré de façon théâtrale, s'accrochant au bras de son nouveau mari, Maxence, se pâmant juste assez pour attirer la sympathie de tous. Elle a fait son spectacle. Et le dimanche matin, elle était repartie, trop bouleversée, disait-elle, pour gérer la paperasse. Elle m'a laissée seule. Seule pour trier les costumes de papa. Seule pour consoler maman. Seule pour gérer les débris de nos vies. Et je suis restée. Bien sûr que je suis restée. Parce que quelqu'un devait le faire. Parce que maman était soudainement devenue cette créature fragile et perdue. Parce que l'hypothèque de la maison, cette maison que papa aimait tant, n'était pas entièrement payée. Et parce qu'il y avait cette promesse. La dernière chose. Les derniers mots cohérents qu'il ait prononcés à l'hôpital, quand j'étais seule avec lui, alors que maman était partie se plaindre de la salle d'attente. Sa main, calleuse à cause du jardinage, avait serré la mienne. Ses yeux, embués de douleur et de peur. Clotilde, ma Clo. Prends soin de ta mère. Elle est plus fragile qu'elle n'en a l'air. Promets-le-moi. Que pouvais-je faire d'autre? J'ai promis. Cette promesse est devenue ma chaîne. Ma sentence. J'ai sacrifié ma vingtaine pour cette promesse. J'ai refusé une promotion incroyable. Mon patron m'avait convoqué. Une opportunité en or. Un poste de responsable logistique senior au siège de notre société pharmaceutique, à Lyon.
Un salaire doublé. Un appartement de fonction dans le quartier de la Croix-Rousse. J'avais rêvé de Lyon. J'avais 25 ans. Ma vie allait commencer. Et j'ai dit non. J'ai inventé une excuse. Je vous remercie, monsieur Dumas, mais ma mère est seule, sa santé est fragile, je ne peux pas la quitter. Il m'avait regardé avec pitié. Alors, je suis devenu le pilier invisible. L'infirmière, la comptable, la femme de ménage, et la banquière. C'est moi qui payais les mensualités de l'hypothèque. C'est moi qui ai géré la fuite du toit l'hiver dernier, suppliant un couvreur de venir un samedi sous la pluie. C'est moi qui ai payé le plombier quand le chauffage est tombé en panne en plein mois de janvier. Je faisais les courses, je préparais les repas que maman critiquait, je gérais les finances familiales, jonglant avec mon salaire pour tout couvrir. Et quelle était ma récompense? Des comparaisons incessantes. Des piques quotidiennes. Clotilde, tu devrais vraiment t'habiller de façon plus féminine. Regarde Bérénice, elle est toujours si lumineuse, si bien mise. Elle sait se mettre en valeur. Tu es trop sérieuse avec la vie, Clotilde. Tu ressembles à ton père. C'est pour ça que tu es encore seule à 28 ans. Quel homme voudrait d'une femme qui ne sait pas s'amuser? Bérénice. Ma sœur. La coach de vie autoproclamée sur Instagram. Son flux était un défilé de poses de yoga dans des lieux exotiques, de citations inspirantes volées sur Pinterest, et de photos de son mari parfait, Maxence. Une vie parfaite, financée par qui, je me le demandais. Ma mère vivait par procuration à travers elle. Chaque like sur les photos de Bérénice était une victoire personnelle pour maman. Je me souviens encore, 6 mois après la mort de papa. Maman avait reçu le chèque de l'assurance vie. Une somme conséquente. J'avais naïvement pensé, super. Elle va rembourser l'hypothèque. Nous serons en sécurité. Une semaine plus tard, Bérénice appelait. Elle venait de se marier. Elle avait besoin d'un bon départ dans la vie. Maman a liquidé une grande partie de l'assurance. Pas pour la maison. Pas pour son avenir. Mais pour acheter à Bérénice une Renault Clio presque neuve, le modèle toute option, et un chèque pour elle aider avec son installation. Elle est si fragile, Clotilde avait justifié maman, fuyant mon regard. La vie à Paris est si dure. Elle a besoin de soutien. Moi, je prenais le bus numéro 5 tous les matins pour aller travailler. Je serrais les dents. Je payais les factures qui s'accumulaient. Je me disais que papa aurait voulu ça. Je me répétais cette promesse, encore et encore, comme un mantra. Un mantra empoisonné. J'avais appris à vivre avec ce sentiment d'injustice. C'était devenu ma norme. Je pensais avoir tout vu, tout enduré. J'avais tort. J'avais tellement tort. L'ouragan n'était pas encore arrivé. Il se formait juste au-dessus de ma tête. Ce fut un jeudi. Un de ces jeudis horribles où tout semble déterminé à vous détruire. J'étais au travail, plongé dans une crise logistique majeure. Un envoi critique de médicaments expérimentaux pour un essai clinique vital était bloqué à la douane à Roissy. La température du conteneur était contrôlée, et chaque heure de retard coûtait des centaines de milliers d'euros et, pire, mettait en péril des vies de patients. J'étais au téléphone depuis l'aube, la voix rauque, les tempes battantes, à négocier, supplier, menacer des agents des douanes, des transporteurs, des transitaires. Quand j'ai enfin obtenu la main levée, il était 19h30. J'ai sauté dans ma vieille voiture, épuisée. Le trajet jusqu'à la maison a été un supplice, coincé dans les embouteillages de fin de journée. Je n'aspirais qu'à une douche chaude, un bol de soupe, et le silence. Le silence absolu. J'ai ouvert la porte d'entrée vers 20h15. Et le silence a été remplacé par une scène surréaliste. Une odeur de parfum cher, Angèle de Thierry Mugler, la signature de Bérénice flottait dans l'air, écœurante. Ma sœur était là. Avachie, non, étalée sur mon canapé. Le canapé en velours que j'avais acheté l'année dernière après avoir économisé pendant 6 mois. Elle pleurait à chaudes larmes. Des larmes bruyantes, performatives. À côté d'elle, son mari, Maxence, ne disait rien. Il fixait son téléphone, l'air furieux,
faisant défiler l'écran avec une agressivité contenue, le pouce tapotant frénétiquement. Il portait un costume cher, mais froissé, et une montre tape à accent grave l'œil qui semblait déplacé dans ce décor de drame bourgeois. Et ma mère, Martine, tourbillonnait autour d'eux comme une servante zélée, le visage empreint d'une sollicitude que je ne lui avais pas vue depuis, depuis la dernière visite de Bérénice. Elle tenait un plateau d'argent. Dessus, du thé fumant dans les tasses en porcelaine de mariage de mes parents, et une assiette de macarons de chez le nôtre. Des macarons. Un jeudi soir. Clotilde, s'exclama maman, comme si j'étais une simple voisine venue emprunter du sel. Son ton était joyeux, presque excité. Regarde qui est là. N'est-ce pas merveilleux? Bérénice est à la maison. Merveilleux. Le mot m'a frappé comme une gifle. Je regardais le mascara de Bérénice couler sur les coussins de mon canapé. Je regardais Maxence qui refusait obstinément de lever les yeux. Je vois ça, ai-je dit froidement, en posant mon sac de travail au sol. Il a fait un bruit sourd. Qu'est-ce qui se passe? Bérénice a alors redoublé de sanglots, adoptant cette voix de petite fille brisée qu'elle maîtrisait à la perfection depuis l'enfance. Oh, Clotilde, c'est terrible. C'est une catastrophe. Quoi donc, ai-je demandé, sans une once de sympathie. Je commençais à comprendre. Maxence. Reniflait-elle. Ils ont fait une restructuration dans son entreprise. Une réorganisation. C'est injuste. Ils ont supprimé tout son département. Maxence grogna un putain de connerie. Sans lever les yeux de son téléphone. Nous n'avons pas pu payer le loyer de notre appartement à Paris depuis 2 mois, continua Bérénice, ses larmes atteignant un crescendo dramatique. Le propriétaire, ce monstre, c'est un vautour. Il nous a expulsés. Il nous a donné 1 semaine pour partir. 1 semaine, Clotilde. Nous n'avons nulle part où aller. Je restais là, immobile, mon manteau encore sur le dos, sentant le piège se refermer sur moi, inexorablement. Je pouvais presque sentir les mâchoires d'acier. Alors, ils vont rester ici, dit maman, rayonnante, comme si elle annonçait que j'avais gagné au loto. Elle s'assit sur l'accoudoir et passa un bras protecteur autour des épaules de Bérénice. Le temps qu'ils se remettent sur pied. N'est-ce pas, ma chérie? On va s'occuper de toi. Restez ici, ai-je répété, le ton plus bas, plus dangereux. Ici où? Oh, Clotilde, dit maman avec une pointe d'agacement, comme si j'étais stupide, comme si je gâchais ses retrouvailles. Ne sois pas égoïste. La famille, c'est fait pour s'entraider. C'est ce que ton père aurait voulu. Je sais que tu comprendras. À cet instant, Bérénice a levé la tête. Elle a essuyé une fausse larme avec le dos de sa main manicurée. Et à travers ses doigts, j'ai vu l'ombre d'un sourire. Un rictus de triomphe. Elle avait gagné. Elle était de retour. Et elle savait, tout comme moi, qui allait payer pour tout. Je savais, à cet instant précis, que ce n'était pas toute l'histoire. La restructuration sonnait faux. La détresse semblait jouer. Mais je ne savais pas encore à quel point la vérité était sordide. Je ne savais pas que ce n'était pas seulement un retour à la maison, mais le début d'une invasion planifiée. Une invasion qui allait me forcer à faire exploser ma propre vie. J'ai attendu. J'ai fait preuve d'une patience que je ne me connaissais pas. J'ai attendu que maman ait fini de border Bérénice dans la chambre d'amis, celle qui me servait de bureau d'appoint et de seul espace privé. J'ai attendu qu'elle ait installé Maxence sur le canapé du salon, toujours rivé à son téléphone, qui semblait maintenant briller d'une lueur sinistre dans la pénombre. J'ai attendu d'entendre maman fredonner en débarrassant les tasses de thé, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Puis, quand elle est passée dans le couloir pour aller dans sa propre chambre, j'ai attrapé ma mère par le bras. Peut-être un peu plus fort que nécessaire. Elle a sursauté. Je l'ai entraînée dans la cuisine et j'ai fermé la porte. Le clic du loquet m'a semblé anormalement fort. Qu'est-ce que ça veut dire, maman, ai-je chuchoté, mais ma voix était pleine d'une rage contenue. Ils ne peuvent pas rester ici. Chut, fit-elle, en jetant un regard inquiet vers la porte. Ne sois pas ridicule, Clotilde. Bérénice a besoin de nous.
Besoin de nous? Ou besoin d'un hôtel gratuit? Cette maison est à peine assez grande pour nous deux. Où vont-ils dormir? La chambre d'amis est minuscule. Le bureau, c'est mon espace de travail. Je fais parfois du télétravail. Martine a croisé les bras. Son visage s'est durci. La mère inquiète avait disparu, remplacée par la matriarche de fer que je connaissais si bien. Ils ont besoin d'une vraie chambre, Clotilde. Ils sont en détresse. Et alors? Il n'y a pas d'autre chambre. Et puis, elle a prononcé la phrase. La phrase qui a fait voler en éclats les 5 dernières années de ma vie. Ils vont prendre ta chambre. C'est la plus grande. C'est la chambre principale, après tout. J'ai cru mal entendre. Le sang s'est glacé dans mes veines. Un silence assourdissant a rempli mes oreilles. Pardon? Ma chambre? La chambre que j'occupe depuis la mort de papa? La chambre que j'ai repeinte en bleu canard? La chambre où il y a toutes mes affaires? Et alors, dit-elle, détachée, comme si elle parlait de la météo. Toi, tu peux prendre la chambre d'amis. Ou le débarras au grenier. Il suffit de mettre un matelas. Franchement, tu peux même déménager si tu n'es pas contente. C'est toi qui vois. Déménager? Le mot est resté suspendu dans l'air froid de la cuisine. Déménager. De la maison pour laquelle je payais. Mais, maman. Ma voix tremblait, et je détestais ça. C'est moi qui paie l'hypothèque. C'est moi qui paie l'électricité. Les impôts fonciers. C'est moi qui paie pour tout depuis 5 ans. Elle a haussé les épaules. Un geste simple, dédaigneux, qui m'a anéanti plus sûrement qu'un coup de poing. Et alors? La maison est à mon nom, Clotilde. C'est la maison de ton père. Et franchement, j'ai toujours voulu que Bérénice revienne vivre ici. C'est sa maison. Toi, tu n'as toujours été qu'une locataire. Une locataire. Le mot m'a frappé au visage. 5 ans de sacrifice. 5 ans à tenir cette promesse stupide. 5 ans à être sa fille, sa confidente, son soutien, réduit à un simple contrat de location. Je n'ai rien dit. À quoi bon? J'ai tourné les talons et je suis partie me coucher dans ma chambre. Ma chambre. Pour l'instant. Le lendemain matin, on a frappé à ma porte. Je n'ai pas répondu. Bérénice est entrée sans y être invitée, une tasse de café fumant à la main, l'air frais et reposé. Elle portait un de mes vieux peignoirs. Salut, dit-elle d'un ton enjoué. Bien dormi? Moi, pas vraiment, le canapé-lit dans le bureau est horrible. On s'est réveillé avec Maxence, on a le dos en compote. Elle a fait le tour de ma chambre, ses yeux évaluant mes meubles. Mon lit double. Ma commode en chêne. Mon fauteuil de lecture. Waouh! Tu t'es bien installé ici. C'est plus grand que dans mon souvenir. Elle s'est approchée, un sourire narquois aux lèvres. Bon, maman dit que ce serait super si tu pouvais avoir vidé les lieux d'ici le week-end. Tu comprends, Maxence et moi, on a vraiment besoin d'espace pour, tu sais. Guérir, point. Elle a prononcé le mot « guérir » avec une telle condescendance, un tel mépris à peine voilé, que j'ai senti la nausée monter. Et soudain, un souvenir m'est revenu, si violemment que j'en ai eu le souffle coupé. J'avais 15 ans. Bérénice en avait 17. Nous partagions une chambre. Un jour, elle avait décidé qu'elle avait besoin de son espace privé pour ses nouveaux amis Coles du lycée. Elle avait jeté toutes mes affaires, mes livres, mes posters, mon ours en peluche dans le couloir. Elle avait dit à maman, Clotilde me gêne. Elle est trop gamine. J'ai besoin d'intimité. Et maman avait cédé. Sois gentille, Clotilde, laisse ta sœur tranquille. J'avais dû dormir sur le canapé du salon pendant 6 mois, jusqu'à ce que Bérénice parte enfin pour ses études. L'histoire se répétait. La même arrogance. La même cruauté désinvolte. La même mère qui me sacrifiait. Mais cette fois, je n'avais plus 15 ans. J'ai regardé ma sœur, son sourire suffisant, son assurance absolue que j'allais, encore une fois, m'effacer pour elle.
Que j'allais prendre mes affaires et m'installer dans le débarras poussiéreux. C'était l'ultimatum. La trahison finale. Pas seulement de ma mère, mais de ma sœur aussi. Il m'avait mise au pied du mur, s'attendant à ce que je me soumette, que j'accepte le débarras comme une gentille petite fille. Et vous? Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous accepté cette humiliation pour garder la paix, ou seriez-vous parti? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai été la seule à ressentir cette rage. J'ai fermé la porte au nez de Bérénice. Un geste sec. Satisfaisant. J'ai entendu son « oh » indigné de l'autre côté. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Le silence de la chambre était assourdissant. La rage bouillonnait en moi, si chaude, si intense, qu'elle en chassait les larmes. Il n'y avait plus de place pour la tristesse. Seulement pour une colère froide, pure. La promesse. Prends soin de ta mère. La voix de mon père résonnait dans ma tête. Mais cette fois, elle était faible, lointaine. Elle était étouffée par la voix glaciale de ma mère, où tu déménages. Elle était étouffée par le rire condescendant de Bérénice, super si tu es parti d'ici le week-end. J'ai regardé autour de moi. Mon bureau. Mes livres de logistique. Mes romans. Mes vêtements soigneusement pliés. 5 ans de ma vie. 5 ans de salaire. 5 ans de sacrifice. Pourquoi? Pour être traité comme une serpillière. Pour être jeté dans un débarras pendant que l'enfant prodigue, la fraude, prenait ma place. Non. La promesse s'est brisée. Le verre s'est fêlé et a explosé en 1000 morceaux. Ou peut-être, ai-je réalisé à cet instant, que j'avais mal interprété la promesse. Prendre soin ne voulait pas dire se laisser détruire. Prendre soin ne voulait pas dire être le paillasson de toute la famille. Mon père n'aurait jamais voulu ça. Il aurait été furieux de voir comment Martine me traitait. Il aurait été dégoûté. Un déclic s'est produit. Un calme froid m'a envahi. La rage s'est transformée en une détermination glaciale. Chirurgicale. Il voulait que je parte? Très bien. J'allais partir. Mais je n'allais pas prendre le débarras. Je n'ai pas appelé mon amie Samia pour pleurer ou chercher un appartement sur le bon coin. Non. J'avais un plan bien meilleur. J'ai ouvert mon ordinateur portable, posé sur le bureau qu'elle convoitait. Je me suis connecté au portail intranet de mon entreprise. J'ai cherché dans mes anciens emails. Et je l'ai trouvé. Un email datant de 6 mois. Du département des ressources humaines. L'objet était « Programme de logement, mobilité pro ». Mon entreprise, étant un géant pharmaceutique, avait un parc de logements réservé à ses cadres, à ses chercheurs, et aux expatriés en mission. Pour attirer et retenir les talents. On m'avait proposé un studio meublé, tout près du siège de Tours, à un loyer préférentiel déduit de mon salaire. Une opportunité rare. À l'époque, j'avais refusé. Poliment. Merci, mais je vis avec ma mère, je dois m'occuper d'elle. La responsable RH, Hélène, m'avait répondu, dommage, Clotilde. Pensez à vous. J'ai décroché mon téléphone. J'ai composé le numéro direct d'Hélène. Hélène Vasseur, j'écoute. Hélène? C'est Clotilde. Clotilde Marchand. Il y a eu un silence. Clotilde. Quelle surprise. Comment vas-tu? Ta mère va mieux? Elle va très bien, merci. Hélène, dites-moi, l'offre pour le studio, celle d'il y a 6 mois, est-elle toujours valable? Un autre silence. Clotilde. Écoute. Je crois qu'il est loué. Attends. Laisse-moi vérifier le système. Non. Incroyable. La personne qui devait le prendre s'est désistée hier. Pour une mutation à Singapour. Il est libre. Tu le veux? Oui, ai-je dit, ma voix parfaitement stable. Je le prends. Je peux signer le bail cet après-midi? Absolument. Mais, tu es sûr que tout va bien? C'est si soudain. Tout va parfaitement bien, Hélène. C'est juste, le bon moment. Je vous vois tout à l'heure.
J'ai raccroché. J'ai respiré. 1, 2. J'ai ensuite appelé une société de déménagement. Les déménageurs de Touraine. J'ai demandé un devis d'urgence. Pour samedi matin. 9 heures précises. Pour un studio, un petit camion suffira, m'a dit l'homme. Non, ai-je répondu. J'ai une chambre complète, un salon, une salle à manger, et une cuisine. Je veux le plus gros camion que vous ayez. Et 3 hommes. D'accord. Ce sera plus cher, madame. Je m'en fiche. Réservez-le. Ce n'est qu'après avoir tout arrangé que j'ai appelé Samia. Elle a décroché, joyeuse. Clotilde. Ça va? Prête pour le week-end? Et là, j'ai craqué. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était un rire. Un rire au bord des larmes. Un rire de pure colère. Je lui ai tout raconté. L'ultimatum. Bérénice. Le débarras. Le rose poudré. C'est. Peste, elle a crié dans le téléphone. C'est vautour. Tu viens chez moi. Immédiatement. Non, je l'ai interrompu. J'ai un plan. J'ai un appartement. Et j'ai un camion. Mais, j'aurais besoin d'un témoin samedi. Pour ma santé mentale. Et pour m'empêcher de commettre un meurtre. Je serai là, dit-elle, sa voix dure comme de l'acier. Avec des croissants. Et une caméra. Les 2 jours suivants ont été un ballet surréaliste. Je rentrais du travail, je souriais poliment, et je partais dans ma chambre, pour me reposer. Et là, je commençais à emballer. Discrètement. Pliant mes vêtements dans des valises. Mettant mes livres dans des cartons que je glissais sous mon lit. Pendant ce temps, maman et Bérénice étaient dans le salon, riant, buvant mon vin, regardant des échantillons de couleurs de peinture sur leur téléphone. Oh, un rose poudré serait tellement apaisant, disait Bérénice. Pour guérir du traumatisme de Paris. Et il faudra changer ce canapé moche que Clotilde a acheté. Elle choisissait la couleur de ma cage. Elle ne savait pas que j'étais déjà en train de forger la clé. Samedi matin. 9 heures. Le soleil brillait. Un soleil froid d'hiver, mais brillant. J'étais debout depuis 6 heures. J'avais terminé les derniers cartons. J'avais vidé mes tiroirs. J'avais pris une longue douche chaude. J'étais habillée. Un jean, un pull solide, des bottines. Une tenue de combat. J'étais calme. D'un calme olympien. Un bruit de moteur diesel a rompu le silence du quartier. Un énorme camion de déménagement, bien plus grand que nécessaire pour les affaires d'une seule personne, s'est garé en marche arrière devant l'allée, bloquant presque la rue. Les déménageurs de Touraine étaient écrits en grosses lettres bleues. J'ai vu le rideau de la chambre d'amis, où dormaient Bérénice et Maxence, bouger. Je suis descendue. Samia était déjà là, garée de l'autre côté de la rue, sa Twingo semblant minuscule. Elle tenait un énorme sac de croissants d'un boulanger réputé. Elle m'a fait un signe de pouce levé, un sourire de guerrière aux lèvres. 3 déménageurs en sont sortis. Des gaillards. J'avais pris la meilleure entreprise, la plus chère. Je me le devais bien. Bérénice est sortie sur le perron, en peignoir de soie rose, les cheveux en désordre, l'air furieux. C'est quoi ce bruit? On essaie de dormir. Puis elle a vu le camion. Elle m'a vu, debout sur le trottoir, un carnet à la main. Clotilde? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, ce cirque? Maxence est sorti derrière elle, en caleçon et t-shirt, l'air grognon. Ma mère est arrivée de la cuisine, une tasse de thé à la main, l'air confus. Clotilde? Tu pars vraiment? Demanda-t-elle, et pour la première fois, j'ai vu une pointe d'incertitude dans son regard. Elle avait cru que je bluffais. Oui, ai-je dit calmement. J'ai regardé ma sœur. Tu avais raison, Bérénice. J'ai besoin d'un nouveau départ. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je me suis tournée vers les déménageurs. Bonjour, messieurs. C'est au premier étage. La chambre principale. Tout doit partir.
Et ensuite, tout ce qu'il y a dans le salon, et la cuisine. J'ai mis des étiquettes restent sur les quelques affaires de ma mère. Attends, quoi, dit maman, sa tasse de thé s'immobilisant à mi-chemin de sa bouche. Les déménageurs, efficaces, ont commencé. Le premier objet à sortir a été mon lit. Le lit double king size que j'avais acheté en solde. Puis mon bureau. Ma commode en chêne. Mes tables de nuit. Leurs yeux s'écarquillaient. Clotilde, attends, cria maman. Tu ne peux pas prendre le lit. Où vas-tu dormir? Dans mon nouvel appartement, maman. Je l'ai acheté. J'ai la facture. Nous sommes descendus au salon. Les déménageurs ont commencé à débrancher la grande télévision 4K. Non, a hurlé Bérénice. Pas la télé. C'est la télé de la famille. On regarde Netflix dessus. Non, ai-je répondu, ma voix toujours aussi plate. C'est ma télé. Achetée avec ma prime de fin d'année 2023. Voici la facture. J'avais un petit dossier plastifié à la main. J'avais passé la veille à imprimer les preuves. Le canapé, cria Maxence, se réveillant enfin. À moi. Acheté sur la Redoute. Payé en 4 fois. La dernière mensualité est passée le mois dernier. Facture. La table à manger. Les chaises. À moi. Cadeau de moi à moi pour mes 27 ans. Facture. Clotilde, arrête, supplia maman, la panique montant dans sa voix, son visage devenant gris. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Il n'y aura plus rien. Vous laissez comme quoi? Vous vouliez que je parte. Je pars. Je prends ce qui m'appartient. Puis nous sommes allés à la cuisine. Ce fut le meilleur moment. Le réfrigérateur. À moi. L'ancien est tombé en panne il y a 2 ans. J'ai celui-ci. Un Samsung. Facture. Mais, la nourriture, balbutia maman. Je vous laisse les yaourts et le beurre, dis-je. Je prends le reste. Le micro-ondes. La machine à café. À moi. À moi. La vaisselle? À moi. Les couverts? À moi. Bérénice était blanche. Maxence, pour la première fois, avait levé les yeux de son téléphone. Il comprenait. Il comprenait que la vache à lait, l'hôtel-restaurant gratuit, s'en allait. En 1 heure, la maison était vide. Vide. Il ne restait que les meubles de la chambre de ma mère, et les 2 vieux fauteuils Voltaire dépareillés du salon que papa avait gardés. La maison résonnait. L'écho de leur voix paniquée était délicieux. Quand ils ont emporté le canapé, j'ai vu le visage de ma mère. Elle semblait perdue, effrayée, une vieille femme dans une maison vide. J'ai senti une pointe de culpabilité. Presque. C'est alors que Bérénice, réalisant l'ampleur du désastre, a sifflé entre ses dents, croyant que je n'entendais pas. De toute façon, ce canapé était complètement démodé. On en achètera un mieux. Et la culpabilité a disparu. Instantanément. J'ai signé les papiers du déménageur. J'ai marché vers ma voiture. Tu ne peux pas partir, cria maman, courant presque derrière moi. Clotilde. Reviens. J'ai démarré le moteur. J'ai vu Samia, qui avait les larmes aux yeux à force de rire. Elle m'a fait un signe. J'ai souri. Et je suis partie, sans un regard en arrière. J'ai conduit à travers Tours, le soleil du matin sur mon visage. J'ai baissé la fenêtre, laissant l'air froid entrer. J'avais l'impression de voler. J'ai mis la radio. I Will Survive de Gloria Gaynor. J'ai ri et j'ai monté le son. Chaque feu rouge était une pause pour respirer. L'air n'avait jamais semblé si frais. Je suis arrivée au studio. Les déménageurs étaient déjà là, efficaces et rapides. Où est-ce qu'on met tout ça, madame? C'est grand pour un studio. Mettez le lit là. Le canapé ici. La télé en face. En 1 heure, tout était monté. Mon lit. Mon canapé. Ma télé. Mon univers, recréé dans un nouvel espace. Quand ils sont partis,
Samia est arrivée avec les croissants et une bouteille de champagne. Pour ta pendaison de crémaillère, ma belle. Tu l'as fait. Nous nous sommes assises par terre, au milieu des cartons. Le studio était petit, oui, mais il était lumineux. Il donnait sur une petite cour calme avec un vieux marronnier. Il n'y avait pas de bruit. Pas de reproches. Pas de pleurs calculés. Juste le son de la ville au loin, et le rire de mon ami. Alors, dit Samia, en me tendant une coupe en plastique qu'elle avait amenée. Alors? Ai-je dit. Et j'ai bu. Le champagne avait le goût de la liberté. Un goût pétillant, un peu acide, et tellement bon. Nous avons mangé les croissants. Nous avons ri. Nous avons commencé à déballer quelques cartons. Puis, alors que Samia déballait mes livres, je suis tombée sur un carton étiqueté « Souvenir ». À l'intérieur, il y avait une photo encadrée. Mon père et moi, lors d'une randonnée dans les Alpes, quelques années avant sa mort. Il souriait, son bras autour de mes épaules. Et là, j'ai craqué. Je me suis assise par terre, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon père. J'ai pleuré pour les 5 années perdues. J'ai pleuré de colère contre ma mère. J'ai pleuré de dégoût pour ma sœur. Et j'ai pleuré de soulagement. Samia n'a rien dit. Elle m'a juste prise dans ses bras et m'a laissé pleurer. Je lui ai montré la photo. J'ai rompu ma promesse, ai-je sangloté. Non, dit-elle fermement, en essuyant mes larmes. Tu t'es libérée. Il n'aurait jamais voulu que tu vives comme ça. Jamais. Il t'a demandé de prendre soin d'elle, pas de devenir son esclave. Il serait fier de toi aujourd'hui. Elle avait raison. J'ai essuyé mes larmes. J'ai posé la photo de mon père sur ma nouvelle bibliothèque. Pardon, papa, ai-je murmuré. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Mais je dois vivre ma vie maintenant. Veille sur moi. C'est à ce moment-là que mon téléphone, que j'avais mis en silencieux, a commencé à vibrer frénétiquement sur le parquet. Il vibrait si fort qu'il se déplaçait. Je l'ai regardé. 30 appels manqués. Martine. Bérénice. Martine. Bérénice. Maxence. Et une cascade de messages vocaux. J'ai appuyé sur « Écouter » en mettant le haut-parleur. La voix de ma mère, stridente, paniquée. « Clotilde, c'est ta mère. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de frigo. Il n'y a rien. Les yaourts sont en train de tourner. Tu reviens immédiatement. Bip. La voix de Bérénice, pleine de venin, espèce d'égoïste. Putain d'égoïste. Tu crois que c'est drôle? On n'a rien pour manger. On n'a même pas une cuillère. Tu nous laisses sans rien. Bip. La voix de Maxence, basse et menaçante. Tu vas le regretter, petite connasse. Tu ferais mieux de ramener tes affaires, et vite. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Bip. La voix de ma mère, on pleure cette fois. Clotilde, ta sœur a faim. On n'a rien. S'il te plaît, reviens. Samia et moi nous sommes regardés. Une seconde de silence. Et nous avons éclaté de rire. Un rire libérateur, un rire presque hystérique, un rire qui venait du ventre. Pensez-vous que j'ai été trop loin? Étais-je cruel de tout prendre? Ou était-ce simplement justice? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de cette situation. Et si vous aimez cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». J'ai regardé mon téléphone qui vibrait à nouveau. J'ai souri. Et je l'ai éteint. Pour la première fois depuis 5 ans, j'allais passer une soirée en paix. J'ai passé 2 jours dans une bulle de coton. J'ai déballé mes cartons. J'ai organisé ma nouvelle petite cuisine. J'ai acheté des plantes vertes. J'ai dormi 10 heures d'affilée dans mon propre lit, sans entendre personne se plaindre dans la maison. J'ai pris un bain moussant d'1 heure sans que personne ne frappe à la porte pour me dire de me dépêcher. Mon téléphone est resté éteint tout le dimanche. Une désintoxication nécessaire. Mais le lundi, il a bien fallu le rallumer. J'avais du travail. Les messages avaient continué. Des salves d'insultes.
Des supplications manipulatrices. Puis de nouveau des insultes. Je savais que je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Non pas pour eux. Pour moi. J'avais besoin de clore ce chapitre. J'avais besoin de leur dire, en face, que c'était terminé. Que ce n'était pas une crise de colère, mais une décision. Et, accessoirement, je devais récupérer mon dernier courrier avant qu'ils ne le jettent. Ce soir-là, après le travail, j'ai conduit jusqu'à la maison. Ma ancienne maison. La voiture de Maxence était garée devant, à moitié sur le trottoir. La maison semblait sombre, morte. Aucune lumière aux fenêtres du salon. J'avais gardé un jeu de clés. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte. L'écho de mes pas dans l'entrée était sinistre. L'odeur de la poussière et du renfermé avait déjà pris le dessus. Une odeur de fast-food froid flottait dans l'air. Je les ai trouvés dans la cuisine. La scène était pathétique. Digne d'un tableau de Goya. Martine, Bérénice et Maxence étaient assis par terre, sur le carrelage froid, le dos appuyé contre les murs nus. Au milieu d'eux, il y avait les restes d'une baguette sèche, un pot de pâté Enaf premier prix, une bouteille de vin rouge bon marché à moitié vide, et des emballages de kebab. Ils m'ont regardé entrer comme si j'étais un fantôme. Ou un bourreau. Tu es revenu, dit maman, un espoir absurde dans la voix. Tu as ramené les meubles? Le camion est là? Non, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce vide. Je suis venu vous dire au revoir. Et récupérer mon dernier courrier. Le visage de Maxence s'est tordu de rage. Bérénice s'est levée d'un bond, ses yeux lançant des éclairs. Au revoir? Au revoir? Tu ne peux pas faire ça. Tu nous as tout pris. Tu nous as laissé crever de faim. Il y a un carrefour à 10 minutes à pied, ai-je répondu, imperturbable. Et apparemment, vous avez trouvé le kebab du coin. Je suis sûre que vous avez encore de l'argent pour des macarons. Martine s'est mise à pleurer. De vraies larmes, cette fois, peut-être. Des larmes de pitié pour elle-même. Clotilde, comment peux-tu être si cruelle? C'est ta famille. Ta propre mère. Ta sœur. La famille ne se comporte pas comme ça, maman. La famille ne vous jette pas dehors pour donner votre chambre à quelqu'un d'autre. La famille ne vous traite pas de locataire après 5 ans de sacrifice. Il y a eu un long silence. Bérénice et Maxence se sont échangés un regard. Un regard rapide, calculé. J'ai vu Bérénice changer de tactique. La rage a disparu, remplacée par un masque de fausse douceur, de fausse vulnérabilité. Elle s'est approchée de moi, levant les mains comme pour m'apaiser. Elle a même essayé de me prendre la main. J'ai reculé. Clotilde, chérie, écoute. Je sais que nous avons été durs. Maman était paniquée. J'étais paniquée. Nous n'aurions pas dû dire ça. On était fatigués, stressés. Je l'ai regardée, impassible. Le spectacle était mauvais. Mais ce n'est pas grave, continua-t-elle, sa voix devenant mielleuse. Tu as fait ton statement. C'est bon. On a compris. Tu es en colère. Tu as le droit. Mais les meubles, ce n'est pas important. Vraiment. On peut s'arranger. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. On est une famille. Je n'ai rien dit. J'attendais la suite. Le coup de grâce. On doit juste parler du compte en banque, dit-elle, comme si c'était un détail. Juste pour qu'on puisse repartir du bon pied. Tous ensemble. Le piège. Le voilà. Ce n'était pas les meubles. Ce n'était pas la maison. C'était l'argent. Ça avait toujours été l'argent. Quel compte en banque, ai-je demandé innocemment. Bérénice a eu un petit rire nerveux. Oh, arrête, Clotilde. Ne fais pas l'idiote. Le compte. Celui dont maman m'a parlé. L'assurance vie de papa. Celui où il y a, tu sais, les 40 000 euros. Le chiffre était lâché. 40 000 euros. Elle m'a regardé avec des yeux brillants de cupidité, convaincue que j'allais céder, que j'allais signer un chèque pour acheter la paix. J'ai regardé Bérénice.
J'ai regardé Maxence, dont le regard était soudainement très attentif, comme un prédateur. Et j'ai regardé ma mère, qui fixait le sol, incapable de soutenir mon regard. Et j'ai compris. J'ai tout compris. J'ai ri. Ce n'était pas un petit rire. Ce n'était pas un gloussement. C'était un rire sec, amer, qui venait du plus profond de mon estomac. Un rire qui a fait écho dans la cuisine vide. Un rire qui a surpris Bérénice et fait lever la tête à ma mère, effrayée. 40 000 €, ai-je répété, en savourant l'absurdité de la situation. De l'assurance vie de papa? Arrête de rire, dit Bérénice, son masque de douceur se fissurant, la panique pointant sous sa voix. Où est l'argent, Clotilde? Maman a dit qu'il était là. L'argent de l'assurance vie de papa? J'ai secoué la tête, mon rire se calmant pour laisser place à un mépris glacial. Bérénice, il n'y a plus d'assurance vie. Il n'y en a plus depuis 4 ans. Bérénice a froncé les sourcils. Quoi? Non. C'est faux. Maman a dit. Maman a utilisé cet argent, ai-je continué, en regardant Martine droit dans les yeux, la forçant à me regarder. Elle l'a utilisé pour refaire la salle de bain. Tu te souviens, maman? La douche à l'italienne? Le carrelage hors de prix? C'était l'argent de papa. Elle l'a utilisé pour ses week-ends thalasso avec ses amis, pour décompresser de son deuil. Et j'ai marqué une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Elle l'a utilisé pour t'acheter cette jolie Renault Clio quand tu t'es mariée. C'était ça, le bon départ dans la vie. L'argent de papa. Bérénice est devenue blême. Elle s'est tournée vers maman. Ce n'est pas vrai? Maman? La voiture, tu m'avais dit que c'était tes économies. Martine est restée muette, les lèvres tremblantes. Alors, le compte? Balbutia Bérénice, la confusion la gagnant. Les 40 000. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu le relevé sur ton bureau il y a quelques mois. Ah, ai-je dit, ma voix tranchante. Tu as donc fouillé dans mes affaires. Tu as ouvert mon courrier. C'est bon à savoir. Elle a rougi. Maman m'a dit de vérifier. Elle pensait que tu nous cachais de l'argent. Que tu volais papa. Ce compte, Bérénice, ai-je dit, chaque mot pesant une tonne. Ce n'est pas l'argent de papa. C'est mon argent. C'est mon compte épargne personnel. C'est mon livret A et mon LDD que j'ai rempli. C'est l'argent que j'économise depuis 5 ans, centime par centime, sur mon salaire. C'était mon apport pour acheter mon propre appartement. L'argent que je devais parfois utiliser pour compléter l'hypothèque quand maman avait trop dépensé chez Mage ou Sandro. Point. Le silence qui a suivi était total. Si lourd que j'aurais pu l'entendre tomber sur le carrelage. Bérénice m'a dévisagé. Son cerveau semblait mouliner, essayant de comprendre. Puis elle s'est tournée lentement, très lentement, vers Martine. Son visage était déformé par une rage que je n'avais jamais vue. Une rage pure, laide. Sa voix n'était qu'un murmure terrifiant. Elle ment. Martine a tressailli. Bérénice, ma chérie, je n'étais pas sûre. Je pensais. Maman, délaisse-moi qu'elle ment, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant dans un cri aigu qui a résonné dans toute la maison vide. Martine a fondu en larmes. Des larmes pathétiques. Je ne savais pas. Je pensais que c'était l'argent de ton père. Je pensais qu'on pourrait la convaincre de partager. Elle a un bon travail, elle n'en aurait pas eu besoin. Partager, a crié Bérénice. Tu m'as menti. Tu m'as menti depuis des semaines. Tu m'as dit de revenir. Tu m'as dit que tout irait bien, que l'argent était là. Que c'était notre filet de sécurité. Et soudain, la véritable raison de son retour, la raison de son drame, a éclaté au grand jour. Tu m'avais promis, a-t-elle sangloté, s'arrachant presque les cheveux. J'en ai besoin. Maman, j'ai besoin de cet argent. Maxence, il... Tais-toi, a grogné Maxence, se levant d'un bond. Non. Non, je ne me tairai pas, a-t-elle crié, se tournant vers lui. Elle doit savoir. Tout le monde doit savoir.
Il doit 50 000 euros, Clotilde. Tu m'entends? 50 000 euros. Des dettes de jeu. Il a tout perdu. Notre appartement à Paris, sa voiture de fonction, tout. Il a parié sur le foot, sur les chevaux, sur des sites de poker en ligne. Il nous a ruinés. Maxence, dans un accès de rage, s'est levé d'un bond et a donné un coup de poing dans le mur en plâtre. Le mur s'est fendu, laissant un trou béant. Je t'avais dit de la fermer, espèce de conne. Puis il s'est tourné vers Martine, le visage rouge de fureur, la bave aux lèvres. C'est de votre faute. C'est vous. Vous avez dit que l'argent était là. Vous nous avez fait venir dans ce trou paumé pour rien. Vieille folle. J'assistais, médusée, à l'implosion de leur petit plan sordide. Ils n'étaient pas venus chercher un soutien familial. Ils étaient venus me voler. Ils étaient venus piller ce qu'ils croyaient être l'héritage de mon père, et quand ils ont découvert qu'il n'y avait rien, ils ont décidé de piller le mien. Le chaos a éclaté. C'était laid, bruyant et désespéré. Bérénice et Martine se hurlaient dessus. Maxence donnait des coups de pied dans les murs vides, maudissant sa femme, sa belle-mère, et sa malchance. Tu m'as ruiné, criait Bérénice à maman, en la secouant par les épaules. Tu m'as fait croire que j'avais une solution. Je suis venue ici pour cet argent. C'était ma seule chance. Je voulais juste que tu reviennes à la maison, pleurait Martine. Tu me manquais. Je voulais ma fille. C'est faux, a hurlé Bérénice. Tu voulais que je revienne pour que Clotilde paie pour nous. Comme d'habitude. Tu voulais que sa bonne situation règle les problèmes de Maxence. Tu voulais qu'elle soit notre banque. C'était fascinant et répugnant à la fois. Il se déchirait, révélant des couches et des couches de mensonges, d'égoïsme, de jalousie et de manipulation. Tout le venin accumulé pendant des années se déversait sur le sol de la cuisine. J'ai attendu. J'ai attendu qu'il y ait une accalmie, un simple moment pour reprendre leur souffle. Puis, j'ai sorti une enveloppe de mon sac. Une enveloppe blanche, simple. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. Le seul meuble restant. Le clac du papier sur le stratifié a résonné. Ils se sont tus. 3 paires d'yeux se sont tournés vers l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Demanda Maxence, méfiant. C'est de l'argent? Mieux que ça, ai-je dit. C'est la dernière quittance de l'hypothèque que j'ai payée. Celle du mois dernier. La prochaine arrive dans 2 semaines. Le prélèvement automatique est sur votre compte, maman. J'ai fait le changement ce matin. Puisque la maison est à votre nom, ce sera à vous de la payer. Ainsi que les factures. J'ai aussi résilié ma ligne Internet. Le silence est revenu, plus lourd encore. La réalité financière les frappait en plein visage. Tu ne peux pas faire ça, balbutia Martine. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de revenus. Je n'ai rien. Il fallait y penser avant de me mettre à la porte, ai-je dit, ma voix sans émotion. Elle s'est précipitée vers moi. Elle a attrapé ma main. Ses ongles s'enfonçaient dans ma peau. Clotilde, s'il te plaît, non. Ton père t'a fait promettre. Prends soin de ta mère. La promesse. La dernière chaîne. La carte maîtresse du chantage affectif. Je l'ai regardé. Ses yeux rougis. Son visage bouffi par les larmes de crocodile. Elle osait. Elle osait utiliser sa mémoire contre moi. J'ai doucement, mais fermement, retiré ma main de la sienne. J'ai pris soin de toi, maman. Pendant 5 ans. J'ai payé ta maison, ta nourriture, tes factures, tes vacances. J'ai mis ma vie entre parenthèses pour toi. J'ai tenu ma promesse. J'ai fait une pause, ma voix s'affermissant, vibrant d'une colère juste. Tu veux parler de papa? Tu oses? Il aurait eu honte de toi. Honte de vous deux. Il aurait été dégoûté de voir comment tu m'as traité. Il aurait été écœuré de savoir que vous avez utilisé sa mémoire pour essayer de me voler. J'ai désigné Bérénice, qui avait reculé. Tu as fait un choix, maman. Tu as toujours fait ce choix. Tu as choisi ton enfant préféré.
Tu voulais Bérénice. Tu l'as. Alors maintenant, vis avec elle. Prenez soin l'une de l'autre. Pause stratégique, je me suis dirigée vers la porte. J'avais la main sur la poignée. J'étais presque libre. La lumière du couloir me semblait être celle d'un tunnel. Et c'est là que j'ai entendu la voix de Bérénice, pleine d'un déni arrogant, d'une haine puérile. Ce qu'elle a dit ensuite a confirmé que j'avais pris la seule et unique bonne décision. On n'a pas besoin de toi, de toute façon, a-t-elle craché dans mon dos. Pauvre fille. Pathétique. Maxence va trouver un nouveau travail. Un meilleur travail. On s'en sortira très bien sans toi. On sera riche. Et tu regretteras. Je me suis arrêtée. Je n'ai même pas pris la peine de me retourner. J'ai juste dit, par-dessus mon épaule, chaque mot distinct et froid. Bonne chance avec ces dettes de jeu. Un juron étranglé de Maxence, suivi du son d'un objet se brisant, a été la dernière chose que j'ai entendue. J'ai ouvert la porte. Je suis sortie dans l'air frais de la nuit. Et j'ai fermé la porte derrière moi. Le clic du verrou a résonné comme le son le plus doux du monde. C'était fini. Vraiment fini. Cela fait 6 mois aujourd'hui. 6 mois que je n'ai pas franchi le seuil de cette maison. 6 mois que je n'ai pas entendu leur voix. Je n'ai pas eu de nouvelles directes. J'ai bloqué leur numéro. J'ai bloqué leur compte sur les réseaux sociaux. Mais Tours est une petite ville. Les nouvelles voyages. C'est Samia qui me les a donnés. Elle a un cousin qui est agent immobilier. Il s'est occupé de la vente de la maison. Une catastrophe, m'a-t-il dit, selon Samia. La maison a été mise en vente 2 semaines après mon départ. Il ne pouvait plus payer la prochaine mensualité. Les créanciers de Maxence commençaient à appeler, puis à se montrer. Ils ont dû la brader. La vendre à un prix dérisoire à un promoteur qui voulait raser le jardin de papa pour construire un petit immeuble. Ils l'ont vendu pour couvrir les dettes de jeu de Maxence avant que les choses ne deviennent vraiment dangereuses. Après ça, Maxence a disparu. Il a pris le peu d'argent qui restait de la vente et il s'est évaporé. Samia a entendu dire qu'il était parti en Espagne. Apparemment avec une autre femme. Laissant Bérénice et Martine seules avec rien. Elles vivent désormais dans un petit HLM à jouer les tours. Une barre d'immeubles grise, triste. 2 pièces. J'ai entendu dire que maman fait quelques heures de ménage dans un cabinet médical pour payer le loyer. Et Bérénice, la coach de vie, la fille en or, travaille comme caissière au carrefour de la zone commerciale. Le cousin de Samia l'a vue. En uniforme bleu, l'air gris, scannant des articles, le regard vide. Parfois, quand je passe sur le périphérique et que je vois la sortie pour jouer les tours, je ressens une pointe de tristesse. Pas pour elle. Pas vraiment. Mais pour la famille que nous aurions pu être. Pour le souvenir de mon père et de la maison qu'il aimait tant. Mais cette tristesse ne dure pas. Parce que ma vie, elle, a enfin commencé. Mon entreprise a finalement ouvert cette antenne à Tours que j'attendais. Mon patron m'a convoqué. Clotilde, vous avez été patiente. Le poste de responsable logistique est pour vous. Vous avez gagné vos galons. J'ai été augmentée. J'ai enfin le salaire que je mérite. Mon studio est parfait. Il est petit, mais chaque objet m'appartient. Chaque meuble a été choisi. Je me suis acheté une nouvelle plante, un grand ficus. J'ai accroché une peinture abstraite que j'aime. Mon petit balcon est rempli de géraniums. Mon studio est rempli de paix. Ce soir, je suis assise sur ce petit balcon. Il fait doux. Le chèvrefeuille du jardin de la voisine embaume l'air. Je bois un verre de vin de Loire, un Vouvray. Je regarde les lumières de la ville. Je ne suis plus en colère. Je ne ressens plus cette amertume qui me rongeait. Je me sens légère. J'ai pardonné à mon père de m'avoir fait faire cette promesse. Il ne pouvait pas savoir. Et je me suis pardonné à moi-même d'avoir dû la briser pour survivre. Elles m'ont mise à la porte en pensant que j'étais le parasite, l'élément dispensable, la locataire. Mais elles ont réalisé trop tard que j'étais le pilier qui soutenait tout l'édifice. Elles ont choisi de s'allier contre moi.
Maintenant, elles n'ont plus que l'une et l'autre, et les ruines de leurs mensonges. Moi, j'ai tout le reste. La liberté. La stabilité. La paix. Et enfin, une vie qui m'appartient. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique pour sauver votre propre santé mentale et financière? Partagez vos histoires et vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Je lis absolument tout. Si vous pensez que j'ai bien fait de choisir ma liberté, merci de laisser un like sur cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de vie, de justice et de nouveaux départs. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais de vous choisir en premier. À bientôt.